Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Salut tout le monde, aujourd'hui je profite d'une belle journée d'automne pour vous reprendre un petit peu la route et vous faire la présentation d'un véhicule, encore un véhicule assez rare. Alors vous allez me dire, c'est jamais qu'une 4 chevaux. Alors la 4 chevaux en soi, elle est toujours intéressante, puisque c'est quand même une icône des années 50. C'est la voiture d'après-guerre qui a relancé les Français sur la route. C'est la première voiture, on va dire, d'un style assez moderne quand même, et c'est surtout la première Renault qui a été produite, et même la première Renault, je dis la première Renault, la première automobile française qui a été produite à plus d'1 million d'exemplaires. Alors cette 4 chevaux, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous vous doutez bien que quand on donne aux Français et aux conducteurs en général l'occasion d'avoir des voitures un petit peu populaires, la première chose qu'ils vont faire avec, c'est se tirer la bourre. Ça existe depuis qu'on a réussi à domestiquer le cheval. On a domestiqué le cheval, on s'est tiré la bourre à cheval, on a commencé à faire des automobiles, on s'est tiré la bourre en automobile, on a fait des 4 chevaux, on a commencé à se tirer la bourre en 4 chevaux. Et c'est comme ça que Renault s'est dit que avoir des particuliers qui modifient ces 4 chevaux pour faire de la compétition, ce serait peut-être pas mal de développer notre propre formule compétition à nous. Alors ils ont commencé à proposer des 4 chevaux version sport. Alors ces versions sport, elles faisaient 23 chevaux au lieu des 18 chevaux d'origine de la 4 chevaux de Monsieur Tout-le-Monde. Avec son petit moteur 750 cm3, il ne fallait pas lui en demander plus. Et puis, devant les résultats intéressants de ces particuliers qui arrivaient à remporter des courses, ils se sont dit qu'ils allaient carrément faire leur Renault Sport à eux. Parce que oui, on peut dire que cette voiture, c'est la première Renault Sport, celle qui a été la mère de tout ce qui allait suivre derrière. Bien avant d'ailleurs, la Renault 8 Gordini, les Alpines, etc. C'est ce modèle-là. Alors, extérieurement comme ça, de profil, c'est une 4 chevaux, vous allez me dire. Mais en fait, vous allez voir qu'elle est bourrée de particularités, cette voiture. Parce qu'en fait, il n'y en a eu que 80 de construites en tout et pour tout, dont 14 qui étaient réservées à l'écurie de course Renault. Donc ces voitures nommées R1063, il y en a eu en tout et pour tout que 80. Alors ici, on n'est pas devant une 100% originale, c'est une très belle réplique, mais vous allez voir qu'en fait, elle a tous les atouts et toutes les particularités des vrais R1063 en fait. Alors maintenant que je vous ai expliqué vite fait l'historique, vous allez voir, on va refaire un petit peu le tour. Puis après, comme d'habitude, on va aller faire un petit tour avec sur la route. Voulez-vous monter? Alors quand on la regarde de profil comme ça, cette 1063, on peut se dire que ça reste somme toute une 4 chevaux. Elle n'est pas particulièrement modifiée pourtant. Comme je vous l'ai dit, elle est bourrée de petits détails. Voulez-vous monter? Confortablement installé? Alors, allons-y. C'est la voiture maniable, facile à dégager, la voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. Et voilà, au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas au monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. Alors bien sûr, la première chose qu'on peut remarquer, ce sont ces grandes roues, avec ces jantes particulières, qu'on ne retrouvait pas sur les modèles de série, qui sont des jantes de course, donc des modèles très rares. Et quelque chose qui est beaucoup plus discret, c'est la forme de la découpe d'aile à l'arrière, qui ici est un petit peu différente, plus allongée et moins arrondie que sur la version de Monsieur Tout-le-Monde. Ensuite à l'avant, elle est très reconnaissable avec ses 4 phares spécifiques et également ces échancrures au niveau des ailes. Et puis bien sûr ici, des attaches en cuir pour maintenir le capot ouvert et des grilles de protection devant les 4 phares. Comme c'est un modèle de compétition, on a des vitres latérales en plexiglas, alors qui sont ouvrantes à l'avant, mais qui sont fixes à l'arrière. On ne peut pas les ouvrir ni les baisser. Et idem pour la lunette arrière, qui est aussi en plexiglas. Et à l'arrière, elle est reconnaissable également à ces ouvertures qui permettaient d'avoir une meilleure circulation d'air à l'intérieur du compartiment moteur et donc d'offrir un meilleur refroidissement. A noter également que de nombreux accessoires qui étaient en inox à l'époque ont été remplacés par des éléments en aluminium plus légers. Alors ça peut paraître marginal comme gain de poids, mais chaque gramme gagné sur un véhicule qui faisait à peine 35 chevaux, c'était toujours des millisecondes de gagné. Alors petite anecdote, comme je vous l'ai dit, il y a eu 80 véhicules construits en tout et pour tout, dont 14
pour les usines Renault, pour l'écurie Renault. Et l'écurie Renault avait deux particularités. D'abord d'avoir un moteur qui était 5 chevaux plus puissant que la version client. Donc 35 chevaux environ pour la version client et 40 pour la version écurie Renault. Et surtout, eh bien, les panneaux de porte de l'écurie Renault n'étaient pas en acier, mais elles avaient été réusinées la nuit par les employés qui venaient après la fermeture des usines pour emboutir des tôles d'aluminium et remplacer les portes d'origine par des portes en aluminium pour encore alléger la caisse. Oui, les usines Renault, l'écurie Renault, elle n'est quand même pas se laisser manger par des particuliers, donc ils se sont gardés un petit peu de marge avec un moteur plus puissant et une voiture un petit peu plus légère. Alors par contre, vous allez voir qu'à l'intérieur, ici on est dans une version Le Mans, donc complètement dépouillée. Alors la première chose qu'on remarque tout de suite, ce sont ces sièges, qui sont des sièges, presque des sièges de camping, des sièges allégés en sangle et en ressort, qui s'appellent des sièges type Flexo-Mobile. Alors ici on lui a rajouté un extincteur, ça c'est obligatoire aujourd'hui, parce que c'est une voiture qu'on voit tourner sur des rassemblements et sur des circuits, au Mans classique par exemple. Et donc on va faire le tour de l'intérieur. Alors on retrouve, comme sur n'importe quel 4 chevaux ici, donc le volant avec les clignotants sur le dessus, les commandes de phare ici et le klaxon. Mais en plus, on a un intérieur qui est spécifique, puisqu'on lui a rajouté, comme sur toute voiture de compétition, de nombreux compteurs et manomètres. Ici on a un ampèremètre pour la batterie. On a une jauge de température d'eau. Un compte tours qui est gradué jusqu'à 8000 tours. Un compteur de vitesse spécifique gradué jusqu'à 160 km/h. Et quelques boutons supplémentaires. Donc ici, les phares de recul, donc PHR. Ici, une commande pour les anti-brouillards. Et ici, ce bouton, c'est un lave-glace électrique, puisque les véhicules n'étaient pas équipés de lave-glace d'origine, mais pour courir au Mans, puisque cette voiture a fait les 24 heures du Mans, eh bien c'était mieux d'être équipé de lave-glace pour pouvoir nettoyer son pare-brise sans avoir besoin de sortir de la voiture. Et pour le copilote ici, eh bien on a une liseuse de cartes avec une horloge et puis le bouton de contrôle pour la liseuse de cartes. Et enfin, un manomètre de température d'huile. Et ici, entre les sièges, donc on a le réglage d'avance à l'allumage, le starter, ici le bouton pour switcher d'un réservoir de carburant arrière vers celui de l'avant, parce que vous allez voir qu'il y a un réservoir supplémentaire qui se trouve sous le capot. Alors on va déverrouiller les deux petites sangles, histoire de voir ce qui se cache là-dessous. Et donc sous le capot on retrouve une roue de secours, elle-même attachée avec une petite sangle. Cette roue de secours qu'on pouvait basculer vers l'arrière pour accéder au réservoir. Donc il prenait l'intégralité du coffre avant, donc avec sa trousse à outils et un bouchon spécifique pour un remplissage rapide. Ici on retrouve le niveau de liquide de frein avant et arrière, et ici donc la bonbonne de liquide de lave-glace, comme je vous l'ai dit, un lave-glace électrique dessus. Et là bien sûr elle a sa plaque R1063 avec la plaque propriété de la Régie nationale des usines Renault. Et donc maintenant qu'on a fait le tour du tableau de bord, en fait ce que vous pouvez remarquer c'est qu'à l'intérieur elle a été entièrement vidée, donc allégée avec ce système de siège dit Flexo-Mobile, et surtout on lui a enlevé toutes les garnitures de porte, la tôle est complètement à nu et même sa banquette arrière a été enlevée. Ici dans cette version Le Mans, puisque dans d'autres versions rallye ils étaient obligés de la garder le plus d'origine possible, donc ils étaient obligés de garder la banquette arrière, mais sur cette version Le Mans là ils n'étaient pas obligés. Donc les premières versions avaient souvent un réservoir qui était mis à l'arrière à la place de la banquette, mais à cause des émanations, des odeurs de carburant à l'intérieur de l'habitacle, ils ont préféré déplacer ce réservoir additionnel à l'avant, ce qui devrait aussi offrir un meilleur équilibre à la voiture. Alors maintenant on va aller voir
ce qui se passe sous le capot. Parce que ici, bien sûr, c'est pas le bouchon de remplissage de réservoir, c'est celui du radiateur. Alors ici, le propriétaire a rajouté une petite patte de sécurité pour éviter que le bouchon saute en cas de chauffe. Et voilà donc le moteur qui anime la bête. Alors ce moteur, mis à part son bloc qui est le bloc d'origine, eh bien tout le reste a été modifié. La culasse a été modifiée, on a à l'intérieur des pistons bombés, on a un vilebrequin qui a été rééquilibré, un arbre à cam qui a été retaillé, on a des bielles en aluminium forgé pour plus de légèreté. Ici, une pompe à carburant plus grosse pour alimenter le carburateur double corps Solex avec son filtre à air compétition. On a ici un réducteur supplémentaire pour le contour. À l'intérieur du compartiment, on a deux bobines, donc avec un système d'inverseur de bobines automatique. Donc en fait, si on avait une bobine qui chauffait, il suffisait de s'arrêter, de basculer avec l'interrupteur qui est ici, je ne sais pas si on le voit bien, sur l'autre bobine, de changer le fil de bougie et hop, c'était reparti. Et bien sûr en dessous, on a un échappement sport également et un carter d'huile qui contenait 4 litres d'huile au lieu des 2 litres des moteurs d'origine. Et ce qu'on ne voit pas, parce que c'est bien caché à l'intérieur, et bien pour plus de rigidité et plus de tenue de route, on avait rajouté un double amortisseur de chaque côté. Alors bien sûr maintenant qu'on a fait le tour du moteur, on va aller voir le bruit qu'il fait, puis on va aller voir ce que ça vaut sur la route. Bon allez, c'est parti pour aller faire un tour. On est revenu devant le garage. Pas facile avec un gabarit comme le mien de rentrer là-dedans. Mais une fois qu'on est installé, ma foi, la position de conduite, le volant est bien. Et étonnamment, les sièges flexo-mobiles sont plutôt confortables. On va voir ce que ça vaut sur la route. On va ouvrir un petit peu la fenêtre. Parce que l'air de rien, il fait pas froid dehors. Vous allez voir, ça démarre. Au quart de tour. Même pas besoin d'accélérer. Allez, on règle le petit rétroviseur. Les petits pare-soleil bleutés. Ils sont magnifiques. Et puis on est parti. Alors ici j'ai de la chance aujourd'hui. J'ai une version sans le frein à main, c'est mieux. J'ai une version avec une boîte 4 vitesses synchronisée, ce qui facilite pas mal les choses parce qu'elles étaient vendues au départ avec des boîtes 3. Il y a eu ensuite des boîtes 4 et enfin il y avait même des boîtes 5 dites type Claude, des boîtes à crabot, mais qui étaient très rares parce qu'elles valaient le prix de la voiture. La boîte à elle seule valait aussi cher que la voiture. Alors ce que je remarque tout de suite par rapport à une 4 chevaux habituelle, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il n'y a aucune isolation, j'espère que vous m'entendez bien. Par rapport à une 4 chevaux habituelle, déjà ce qu'on peut remarquer c'est que la direction, elle avait une démultiplication un peu différente, ce qui permettait d'avoir une direction plus dure et plus précise. Là, il n'y a pas de flou comme vous pouvez retrouver sur les voitures de ces années-là. Un clignotant au milieu du volant, c'est un peu particulier. Pareil, le débattement du levier de vitesse est très court. Et les vitesses passent bien. Elles s'enclenchent très bien. On voit la différence, là on est vraiment sur une boîte sport. Et puis forcément on sent que la voiture elle a un peu plus de répondant, même s'il n'y a que 34 chevaux ou
35, avec une voiture qui pèse à peine plus de 500 kg, si on ne me compte pas moi à bord bien sûr, hein, et bien 500 kg, 35 chevaux, pour une voiture de cette époque-là, par rapport aux 18 chevaux d'origine, on est quand même pas mal. Les freins, on a pas mal de mordants quand même. On va aller voir ce que ça vaut autour d'un rond-point. Avec son système de double amortisseur à l'arrière, je suis sûr que ça va pas pencher beaucoup. Alors question sécurité, hein, bien sûr, hein, pas d'airbag, pas de ceinture, rien du tout hein, à l'époque. C'est même drôle de se dire qu'ils arrivaient à faire des courses de plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Ils faisaient la Liège, Rome-Liège avec ces voitures-là. Elle a fait le Tour de France automobile, le Tour de Corse, les 1000 milles, les 24 heures du Mans. Et on a du mal à se rendre compte à quel point les pilotes devaient en chier à l'époque. Hein. Parce que là, comme ça, faire un petit tour sur les petites routes à côté du garage, c'est bien sympathique. Passer des milliers de kilomètres ou 24 heures assis le cul là-dedans, ça devait être une tannée. En tout cas, le petit moulin, là, il tourne comme une horloge derrière. Et encore une fois, je peux que remercier son propriétaire de me la confier parce que c'est un modèle, même si c'est une réplique, c'est quand même une très belle réplique, c'est un modèle rare. Et je suis sûr que le modèle 4 chevaux R 1063, vous n'avez pas dû en entendre parler souvent. C'est rigolo parce que ça râle, ça gueule, ça fait du bruit. Et je suis à 80. Et j'ai l'impression d'être dans une Turbo 2 à 160. Et non, là je suis à 80. Alors même en quatrième, il y a un petit peu de reprise quand même. On sent que c'est léger. Que le moteur, il en veut quand même. Hein. Mais bon, il faut quand même lui faire prendre des tours. Voilà, là, ça tient super bien la route. Finalement, on a beaucoup d'informations qui remontent dans le volant. Et ça se pilote aux fesses. Et contrairement aux voitures de cette époque-là où on était vraiment dans le flou, où on sentait que ça pouvait partir à n'importe quel moment, et bien celle-là, elle vous met vraiment en confiance. Et je suis pas un pilote. Et même là sur la route cahoteuse, ça passe bien, ça amortit bien quand même. Et se dire que les gars ils faisaient des centaines de kilomètres en rallye dans ce genre de voiture, waouh, c'est une autre époque. Hein. Mais alors si c'était une autre époque, il faut bien se rappeler que là, cette voiture-là, elle est sortie tout début des années 50. La 4 chevaux était de 1947, si je dis pas de bêtises. Et les Renault, donc les 4 chevaux 1063 type Le Mans, elles ont dû sortir en 1951. Et à une époque où après-guerre, on n'avait pas beaucoup de moyens pour faire de la compétition, et ben, il fallait parfois se contenter de ça. Et pourtant, c'est une voiture qui a remporté de nombreuses courses. Hein. Et ses indices de performance au Mans également. Et là, il faut s'imaginer un fond de cale avec le copilote à côté qui vous gueule les instructions. Pas de micro, pas de casque comme à l'époque. Hein. Ça devait être éprouvant. Sachant qu'en plus, la position de conduite, même si les sièges sont relativement confortables et le volant, finalement, on trouve bien la position, on a quand même les jambes décalées à cause des pédaliers qui est un peu sur la droite. Donc autant dire qu'on n'est pas tellement dans l'axe au niveau du bassin. À la longue, ça doit pas être ce qu'il y a de plus confortable. Mais bon, on va pas la remartyriser. Cette voiture-là, vous la verrez peut-être au Mans Classique l'année prochaine ou dans 2 ans. Hein, puisque sur les lignes droites de Union d'hier, il paraît que ça pouvait taper du 160. Pas moi qui irai vérifier. Peut-être que si finalement. On ne sait pas ce qui peut arriver l'année prochaine. Et bien sûr, cette voiture, à la 4 chevaux a succédé la Dauphine. Et à cette 4 chevaux 1063
a succédé la Dauphine 1093, la version de compétition de la Dauphine, qui a eu un peu moins de succès. Mais si vous voulez l'avoir sur la chaîne, bah dites-le moi, parce que je peux en avoir une aussi. Alors moi, sur ces bonnes paroles, bah je vous laisse. Je vais refaire un petit tour, me faire plaisir. Puis on se retrouve bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro, bien sûr. Allez, tchuss. C'est entre la confiance au président Mendes France et l'affaire des fuites que se place cette année le salon de l'automobile 41e du nom et marqué par l'union inaugurale de l'hélicoptère et de la petite voiture. Pareil à la cigogne dispensatrice de nouveau-nés des légendes alsaciennes, l'hélicoptère a porté au-dessus de Paris la 4 chevaux dont la régie Renault, par ses nouvelles conditions, veut consacrer la démocratisation en la mettant à la portée de tous les budgets.